Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et comme vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve avec un invité qui est Football is Blue, vous l'avez peut-être vu sur une ancienne vidéo que j'avais fait avec lui. Et si je l'ai invité, c'est parce qu'aujourd'hui, on va parler de Chelsea, de la situation actuelle, de cette saison un peu catastrophique et de comment aborder la prochaine saison. Alors avant de commencer, je vais quand même laisser mon ami de Football is Blue se présenter au cas où vous n'avez pas vu la première vidéo. Yes, salut BeFootball, ça fait très plaisir de revenir sur ta chaîne. Pour ceux qui me connaissent pas, donc Football is Blue, chaîne francophone numéro 1 sur Chelsea, voilà, sur YouTube. Donc c'était une saison particulière, moi en plus c'est la première année où je me lance donc sur YouTube et que je parle de Chelsea. Donc c'était une année riche en actions, bonnes et surtout moins bonnes, donc on va revenir sur tout ça. Et du coup moi, le premier point que je voudrais aborder et qui est à mon avis le plus important, ça reste quand même pourquoi cette saison si catastrophique? Parce qu'en soi, si on regarde les anciennes saisons, les deux dernières saisons, on fait une saison où Chelsea remporte la Ligue des Champions. La saison d'après, Chelsea qui fait quand même sur une bonne partie de saison, une très bonne saison. Bon, ils se font éliminer contre le Real Madrid en Ligue des Champions, mais ils terminent troisième si je me trompe pas. Pendant une bonne partie de la saison, ils étaient premiers en Première Ligue. Et là, cette saison, évidemment, il y a le changement de propriétaire du club, mais bon, on avait quand même des espoirs. Et au final, on a eu une saison assez catastrophique. On en avait parlé dans la première vidéo au moment du mercato hivernal. On avait quand même des espoirs pour cette fin de saison. Et au final, ça s'est pas passé comme prévu. Alors pour toi, quelles sont les raisons de cette saison catastrophique? Si tu veux, je pense que le premier clou dans le cercueil, entre guillemets, c'est le fait de virer Thomas Tuchel. Parce que tu fais l'effectif, même si comme tu as dit, les saisons précédentes, on était sur des bons résultats, tu sentais qu'il y avait des choses à corriger pour pas que ça finisse par s'effondrer. Donc il y avait un mercato d'été qui était très important et c'est un mercato d'été qui a été fait par Thomas Tuchel. Le problème c'est que par Thomas Tuchel et pour Thomas Tuchel, et le problème c'est que le 4 septembre, donc 4 jours après la fin du mercato, tu licencies Thomas Tuchel pour une vision plus longue, puisqu'apparemment Boehly avait vraiment en tête de faire un projet long terme avec son coach et il ne voyait pas le long terme, l'avenir avec Tuchel. Le problème c'est que l'amateurisme de Boehly dans le monde du foot, on va le payer de plein fouet puisque lui, personne n'était là pour lui dire « Non mais attends, tu vires pas un coach pour qui t'a fait le recrutement 4 jours après le mercato, ça n'existe pas. » Il y a un timing qui est très important à respecter dans le football et là c'était un très mauvais timing. Donc premier clou, c'est virer le coach pour qui tu as fait le mercato d'été. Ça c'est la deuxième erreur pour moi, c'est le choix de Potter au final. Alors l'idée sur le papier elle est bien sympa, oui on veut un coach long terme, on prend un coach qui monte, on va lui donner du temps, la confiance, un contrat de 5 ans pour qu'il puisse travailler sereinement, etc. Sauf que là, deuxième erreur, dans un club comme Chelsea, tu ne donnes pas un contrat de 5 ans à un coach qui n'a jamais rien gagné de sa vie. Alors que Chelsea était tout en haut, il a voulu d'un coup en faire un Dortmund. Alors, je prends un coach montant, je prends un truc sur l'avenir, nanana, je développe des jeunes, je veux une équipe avec que des joueurs de moins de 25 ans et tout. Sauf que non, la transition a été dégueulasse parce que tu ne fais pas d'un grand club d'Europe un Dortmund, un club montant, un club tremplin ou je sais pas quoi, tu vois. Comme on l'a vu sur ta chaîne, on a essayé de rectifier ça et de compléter ce projet avec le mercato d'hiver. On a fait la troisième erreur pour moi, puisque on a beaucoup trop acheté et pas assez vendu, ce qui fait qu'on a fait un effectif beaucoup trop pléthore en fait de joueurs. Ensuite, quatrième clou qu'on va mettre dans le cercueil, moi je pense que c'est le fait de virer Potter et encore une fois avec un timing dégueulasse. Ouais, c'est vrai parce que c'était quoi? Juste avant le match contre le Real Madrid, non, si je me trompe pas. C'est ça. Moi, je me dis, en tout cas, je pense que c'est cette raison-là, c'est que déjà, il y avait toute la saison qui était catastrophique et ils se sont dit, justement, avant le Real Madrid, peut-être on va tenter de faire un électrochoc. Peut-être c'était la stratégie du board. Après, voilà, ça n'a pas vraiment marché. Mais du coup, ils ont pris Lampard. Maintenant, on a vu que Lampard, c'était pas forcément le meilleur des coachs. Maintenant, il faut choisir un entraîneur. Au début, on entendait Nagelsmann. J'ai un blanc maintenant. L'entraîneur, il y a Enrique aussi. Voilà, Enrique. Et maintenant, on n'a plus ces pistes-là, on entend Pochettino. Alors, j'ai cru comprendre que toi, t'étais pas un grand fan de Pochettino, que t'étais pas vraiment heureux de cette décision. Pourquoi? Parce que moi, en tout cas, c'est pas un choix qui me paraissait si mal que ça, parce que même si son passage au Paris Saint-Germain était pas incroyable, clairement, mais après, j'ai envie de dire que c'est un peu tous les entraîneurs qui passent au PSG. À Tottenham, il proposait du beau jeu. Alors ok, Tottenham, Londres, peut-être, voilà, petite rivalité avec Chelsea, mais en tant que coach, je pense qu'il pourrait apporter des bonnes choses à Chelsea. Alors dis-moi toi, pourquoi, à ton avis, de ce que j'ai compris, du coup, Pochettino n'est pas forcément le meilleur entraîneur, et du coup, qui est-ce que tu aurais voulu voir à sa place?
Bah, si tu veux, moi, si je devais faire une liste des potentiels coachs pour remplacer, donc pour prendre la suite de Lampard, c'est pas que Pochettino est un mauvais choix et que je ne l'aime pas foncièrement, c'est pas ça, c'est que si j'avais fait une liste, il aurait été fin de top 10. Tu vois, il aurait été fin de top 10. Je pense que je peux facilement, enfin, je préfère facilement, il y a facilement 6, 7, 8 coachs que j'aurais préféré avant de penser à Pochettino, et c'est là où ça me dérange. C'est pas tant Pochettino qui, je pense, on est tous d'accord pour se dire que c'est un bon coach. Certains pourraient dire très bon. Moi, je trouve que c'est un bon coach. Mais quand tu vois les coachs qui sont disponibles ou qui pourraient être disponibles, par exemple, tu vois, Mourinho, il n'est pas disponible en soi, mais il dira jamais non à un challenge d'un gros club, surtout Chelsea. Donc voilà, en soi, il pourrait être disponible. Donc c'est plutôt ça qui me dérange. Mais Nagelsmann, oui, il aurait été facilement top 3, top 4. Parce que quand tu vois l'effectif et le projet, en fait, tout colle. Tout colle, c'est-à-dire développer les jeunes, une préférence pour la défense à 3, du jeu offensif, une Nkunku qui arrive, donc qui connaît bien, qui l'a fréquenté à Leipzig, qui l'a fait exploser, etc. Nagelsmann, pour moi, c'était un des profils les plus adaptés à ce projet-là. Et les raisons pour lesquelles on ne fait pas Nagelsmann, c'est parce que ce board-là, donc on l'a vu notamment avec la transition Tuchel-Potter. Tuchel, tu l'as viré parce qu'il était trop influent, trop une grande gueule entre guillemets. Tu fais la même chose là, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un Nagelsmann qui est influent, tu vas partir sur un Pochettino qui lui va beaucoup moins parler, va se concentrer sur le football, etc. Donc c'est une vision globale du manager qu'on voit là, une vision, un manager qui est un peu plus docile, moins influent. Alors que honnêtement, tu me diras ce que t'en penses d'ailleurs, frérot, parce que j'ai l'impression que pour moi, les coachs influents, qui ne sont pas que des coachs de football, mais qui sont des managers globaux, et ben ça marche mieux dans le football actuel, j'ai l'impression. Tu vois, Pep a une influence totale sur City, ça marche bien. Klopp a eu la même chose avec Liverpool. Arteta a la même chose avec Arsenal. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu préfères les systèmes où le coach se concentre uniquement sur le sportif, sur son équipe et rien de plus, et après le reste est géré par la cellule de recrutement, par le directeur sportif, etc. Ou alors tu préfères le modèle Pep, Klopp et Arteta qui ont une influence globale sur leur club? Non, moi clairement je préfère, je suis d'accord avec toi, hein, moi je préfère ces entraîneurs qui gèrent aussi tout ce qui est recrutement, etc. Puis pour moi c'est tout simplement logique, c'est l'entraîneur qui coach l'équipe, il sait les joueurs dont il a besoin, forcément faut qu'il soit présent au moment où on décide des recrutements, au moment où on se dit voilà on va recruter tel joueur, parce que bah, justement on l'a vu même avec Chelsea, tout le recrutement a été fait pour Thomas Tuchel et au final c'était pas vraiment compatible avec ce que voulait mettre Graham Potter quand il est arrivé. Et ça pose clairement problème. Donc si maintenant on recrute des joueurs qui sont pas faits pour le système qu'aimerait mettre un coach, c'est clair que ça peut pas jouer. Donc pour moi c'est sûr qu'il faut que l'entraîneur. Alors il faut pas que l'entraîneur devienne non plus le directeur sportif. Il faut pas que l'entraîneur devienne voilà comme Tourelle au PSG. Et je suis fatigué. Je suis fatigué. Et qui se souciait il se souciait moins du sportif que du sportif à la fin. Donc ça, faut pas aller dans l'extrême, mais voilà, des entraîneurs, comme tu dis, comme Pep Guardiola, comme Klopp, comme Arteta, voilà, ça, c'est des entraîneurs où ils ont la main mise sur le mercato, et pour moi, ça, bah, c'est quelque chose qui est primordial dans un club, et pour la pérennité d'un projet sportif. Donc, maintenant, bah, justement, on parle d'entraîneurs de mercato, c'est la transition parfaite pour aborder le prochain point, le mercato estival de cet été. On a déjà entendu quelques rumeurs, mais pour toi, quel est le joueur qu'il faut absolument recruter, en tout cas le poste auquel il faut absolument recruter pour que Chelsea s'améliore véritablement? Ouais, il y a une évidence, c'est le poste de numéro 9. Ça, c'est l'évidence que tout le monde va te dire. Il faut un joueur capable de mettre des buts. Tu as l'arrivée de Christopher Nkunku, donc, qui est déjà acté, qui va donc apporter un renfort offensif très très appréciable. Clairement, parce que lui c'est un joueur qui a le sens du but. Nkunku, lui c'est un joueur qui va pouvoir mettre des buts, il faut l'accompagner d'un vrai numéro 9. Donc pour moi ça c'est la priorité, un numéro 9. Et après j'ai envie de te dire, par rapport à tous les joueurs qu'on va vendre, ça va dégraisser au milieu de terrain. Et pour moi il te faut un autre numéro 6 de préférence, capable surtout d'épauler l'ami Enzo, qui est pour moi une super trouvaille, un super joueur. Plus je le vois jouer, plus je me dis que 120 millions, c'était vraiment pas grand-chose pour ce joueur, la vérité. Il fait passer 120 millions pour une affaire, c'est un truc de fou. Mais il a besoin, mais par rapport au milieu de terrain qu'on a en ce moment, il est obligé d'avoir un rôle plus défensif, alors que avec un rôle plus offensif, je pense qu'il pourra apporter tellement. Et ça, on l'a vu à la Coupe du Monde, où c'était plus, du coup, McAllister, il me semble, qui était derrière, et Enzo plus haut sur le terrain. Et on a vu, c'était magnifique. Donc voilà, moi je pense qu'il faudrait un numéro 6 pour pouvoir donner plus de responsabilité offensive à Enzo.
Ouais, parce que en soi, si on regarde cette équipe de Chelsea, défensivement, on a des très bons joueurs. On a Badiachil, on a Fofana, on a Koulibaly. Mais moi, je trouve quand même que Chelsea a un bon milieu de terrain. Mais après, N'Golo Kanté, apparemment, devrait peut-être partir de Chelsea, on sait pas encore. Mais du coup, ouais, voilà, un joueur pour accompagner. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Après, on pourrait aussi avoir Kovacic dans ce milieu de terrain. Ouais. Kovacic, c'est un point d'interrogation, Kovacic. C'est vraiment, on ne sait pas. Parce que son contrat finit en 2024. Il doit prolonger parce que Boehly a dit, tous les joueurs à qui il reste un an de contrat, soit vous prolongez, soit on vous vend. Donc, tous les joueurs qui sont en fin de contrat en 2024, donc les Kovacic, les Mount, etc., eux, ça va être des joueurs qui vont devoir prolonger ou partir cet été. Et pour moi, c'est pas clair avec Kovacic. T'as pas l'impression qu'il a vraiment envie de rester. Donc, à voir. Et c'est pour ça que je dis que si, au milieu de terrain, tu vends un Gallagher, tu vends un Kovacic, tu vends un Loftus-Cheek, tout de suite, il va te falloir au moins une arrivée, tu vois. Et ça c'est clair, et puis surtout en attaque, là moi je suis complètement d'accord avec toi, on l'a vu même quand tu me parlais avant du match contre Aston Villa qui est perdu de 2-0, s'il y a eu 27 tirs et qu'il y a eu 0 but marqué, c'est qu'il y a clairement un manque à la finition, et là il te faudrait un véritable neuf. J'ai envie de dire pourquoi pas Lukaku. Oh là. Non, je rigole, mais... non, je rigole, mais en tout cas il faudrait recruter un véritable neuf, ça c'est clair, même contre le Real Madrid, hein. Moi, en tout cas c'est le dernier match que j'ai regardé de Chelsea, au match aller, au match retour, je sais plus maintenant, mais quand au tout début, il y a 2 actions pour Chelsea et qu'ils peuvent marquer sur 2 fois, au final, c'est des actions ratées. Peut-être qu'avec un véritable numéro 9, ça fait 1-0, ça fait 2-0, et là, le match est complètement différent. Donc, c'est clair que ça peut complètement changer ça. Mais alors, dernier point que j'aimerais aborder, comment est-ce qu'il faut aborder la saison prochaine? Puisque voilà, on l'a vu, il y aura il y aura clairement pas de Coupe d'Europe. Chelsea va devoir se concentrer sur les coupes nationales. J'ai presque envie de dire, est-ce que c'est pas mieux pour Chelsea qui, au lieu de se concentrer sur 15 000 compétitions, va se concentrer vraiment sur la Première Ligue? Après, il y a peut-être aussi un truc d'attractivité qui fait que Chelsea ne joue pas la Ligue des Champions pour attirer un gros numéro 9. Mais en tout cas, comment est-ce qu'il faut aborder cette prochaine saison? Est-ce qu'il faut viser le titre? Est-ce qu'il faut viser la qualif en Ligue des Champions? Dis-moi tout ça. Ben, ce qui est très marrant, entre guillemets, avec ce qui se passe, c'est que on revit, enfin, j'ai l'impression, en tout cas, on est devant une situation qu'on a déjà vécue. C'est-à-dire que en 2015-2016, Chelsea fait la pire saison jusque-là au XXIe siècle. Jusque-là, parce que là, du coup, on a réussi à faire pire. Donc, on a nos 2 pires saisons au XXIe siècle, donc 2015-2016 et là 2022-2023. Et donc, pas de Coupe d'Europe, puisqu'on a fini 8e ou 9e ou 10e, je sais plus. Et donc, la saison d'après, on change de coach. On met un coach qui a des vraies idées de jeu, donc en la personne d'Antonio Conte, qui fait 2-3 changements dans l'effectif, qui retombe pas l'effectif, mais qui fait 2-3 changements et qui surtout change de système. Il passe pour la première fois, Chelsea passe pour la première fois en défense à 3. Et donc on n'a pas de Coupe d'Europe et on va gagner la Première Ligue cette année-là. Parce que comme tu as dit, voilà, on a profité de cette période de reconstruction, on a pu se reconstruire, se focaliser sur la Première Ligue avec un nouveau coach qui apporte de nouvelles idées et ça a fonctionné. Et moi, en tant que supporter de Chelsea optimiste, j'ai envie de te dire, j'espère évidemment qu'on fasse la même chose. On est face à notre pire saison, on jouera pas de Coupe d'Europe, donc comme on a vécu, on va changer de coach avec un coach qui, même si voilà Pochettino, on pense ce qu'on en veut, mais c'est un coach quand même qui a certains principes de jeu qui va pouvoir imposer, qu'il aura le temps d'imposer. Il y aura des changements pas nombreux, mais précis et importants dans l'effectif. Et honnêtement, moi, je suis totalement hypé pour la saison prochaine. Je me dis, c'est vraiment l'occasion de foncer sur la Première Ligue, qui est pour moi le trophée qui me manque le plus. Je vous dis la vérité, si l'année prochaine, on était qualifié en Ligue des Champions, par exemple, et tu me dis, entre la Première Ligue et la Ligue des Champions, tu veux gagner quoi? Et moi, la Première Ligue me manque. On l'a plus gagné justement depuis cette saison avec Conte, depuis 2017. Et la Première Ligue, ça me manque de plus être tout en haut de la Première Ligue. Je te jure, ça me manque de ouf. Donc vraiment, en tout cas, moi, je suis très optimiste par rapport à ça et je pense qu'on va pouvoir se focaliser sur le championnat et les 2 coupes nationales. Bah écoute, j'espère pour toi et pour ton club que ça va se passer comme ça. En plus, moi, Chelsea, c'est un club que j'aime bien. Moi, ça me fait de la peine de les voir comme ça. Ils sont quoi maintenant? 11e si je me trompe pas. On est passé 12e hier. Ah purée. Ouais, puis en plus, il me semble que j'avais vu ça passer sur Twitter il y a pas longtemps. Chelsea, mathématiquement parlant, ils sont même pas assurés d'être maintenus. Bon, je pense pas qu'ils vont être relégués, faut pas abuser non plus. J'ai fait une vidéo sur ça aussi, je viens de sortir une vidéo sur ça où je fais le mathématicien. Bah justement, quand même, ça veut dire à quel point cette saison est catastrophique, même si bon, à mon avis, ils vont se maintenir. Mais voilà, on espère que ça va se passer mieux la saison prochaine. En tout cas, tout s'annonce
meilleur. Je vois pas comment on pourrait faire pire que cette saison. Donc ça sera forcément mieux. Puis en plus, justement, comme tu le dis, si on refait une saison à la 2016-2017, eh ben, ça peut être que bien et puis que incroyable, quoi. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'est un plaisir de tourner avec toi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, etc. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne de Football is Blue. Il vient de passer les 5000 abonnés récemment. Voilà. Alors si vous êtes intéressé par Chelsea, par la Première Ligue, c'est la chaîne parfaite. Comme il l'a dit, la première chaîne francophone sur Chelsea. Voilà. Si tu veux dire un dernier mot, Football is Blue. Merci beaucoup pour la force que tu viens de me donner. Ça fait vraiment plaisir. Et puis non, voilà, c'est toujours un plaisir d'être sur ta chaîne. Donc hésite pas. Si tu veux reparler du mercato quand il sera fait, on pourra en reparler en tout cas avec plaisir. Avec plaisir. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao!